Alexandre Chavoué. Vous êtes Bonjour. le réalisateur du film qui fait le buzz en ce moment, Maltraité. Bonjour, docteur Éric Menat. On vous a déjà eu dans le cadre des débriefings de François. Euh, et, euh, et merci de nous donner un peu de temps ce matin pour nous parler de Maltraité. Mais en fait, quand on parle de Maltraité, on parle avant tout des patients. Et j'aimerais bien que peut-être, docteur Éric Menat, vous nous parliez un petit peu de ce que pensent les patients, de ce que vous avez vu dans votre patientèle avant qu'on parle du film. Oui, je pense que ce documentaire est, est avant tout centré sur la pratique médicale. On a vu vraiment des gens de terrain, même s'il y avait aussi certains scientifiques dans le documentaire Maltraité, qui parlent de ce qu'ils font au quotidien. Je crois que c'est ce qui différencie d'ailleurs quelquefois certaines interventions de gens qu'on dit experts, mais qui n'utilisent jamais les produits dont ils parlent. Là, on a parlé de notre pratique quotidienne, et notre pratique quotidienne, c'est des gens qui en ont marre d'avoir peur, c'est des gens qui veulent avoir des traitements préventifs parce que beaucoup de choses fonctionnent, on a des résultats probants, on a des études sérieuses sur lesquelles s'appuyer. La vitamine D, le zinc en sont deux très bons exemples, et il est totalement dommage qu'on ne propose pas ces traitements préventifs à nos patients. Et puis, là aussi, pour lever la peur, parce que c'est ça le quotidien du médecin, c'est des gens qui ont peur, qui se posent des questions, qui savent plus à quel sein se vouer, et qui ont peur d'être abandonnés. J'ai encore eu un exemple ce matin de deux personnes qui ont été testées Covid et qu'on a renvoyées chez eux avec du Doliprane. Et évidemment, au bout de 15 jours, sans aucun traitement, sans aucune surveillance, le monsieur, un peu âgé, a été hospitalisé pour une décompensation respiratoire. Et moi, j'ose dire que depuis février et depuis mes premiers patients Covid, je n'ai eu aucune hospitalisation. Alors, ce n'est pas une statistique, encore une fois, ce n'est la preuve de rien, mais ça veut dire qu'on peut aider nos patients. Et moi, je suis content quand mes patients repartent de mon cabinet rassurés, avec le poids de la peur en moins, parce que je leur ai donné un traitement préventif, parce qu'ils se sentent plus forts. Et le fait qu'ils se sentent plus forts rend leur immunité plus forte. Il ne faut pas oublier cet effet placebo absolument essentiel que l'on rejette d'un revers la main, mais c'est faux. Il faut rassurer nos patients aussi pour que leur psychisme agisse positivement sur leur immunité, pour qu'ils deviennent proactifs. Et puis, je les rassure parce que s'ils sont malades, je vais les soigner. D'accord. On a des traitements qui marchent. Donc, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine. On reparlera des traitements, on parlera des traitements tout à l'heure. Oui, juste, je me permets de vous interrompre parce que donc en fait, ce que vous dites, c'est que quand vos patients viennent chez vous, ils sont traités. Et, et j'aimerais quand même poser quelques questions à Alexandre Chavoué, puisque l'objet de son film s'appelle Maltraité. Donc, Alexandre, on ne vous connaît pas. Vous êtes, on va dire, sûrement connu dans votre métier, mais le grand public ne vous connaît pas. Peut-être que vous pourriez vous présenter et nous dire ce qui vous a motivé à faire ce film, puisqu'on a entendu le docteur Menat qui nous parle de ses patients qui sont traités. Donc, parlez-vous un peu de ce qui vous a motivé à faire Maltraité. Oui, alors pour me présenter, pour faire simple, je dirais que je suis producteur indépendant depuis 2011, après avoir passé 10 ans dans le groupe M6 à apprendre finalement un peu tous les rouages de l'audiovisuel. C'était des années formidables, mais en 2011, j'ai eu envie en fait de monter ma société pour pouvoir justement me consacrer au sujet qui me semblait important, voilà, de faire de mon métier un peu une extension des sujets que je souhaitais explorer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, depuis 2011, je produis des documentaires qui me tiennent à cœur parce que faire un documentaire, c'est un très gros engagement à tous les niveaux. C'est beaucoup de temps, notamment de difficultés aussi pour trouver notamment des financements. Donc, si vous n'avez pas le sujet, vous n'allez pas aller bien loin. Alors, pour en revenir sur le film, pourquoi ce film ? Moi, j'ai vécu la crise comme tout à chacun depuis chez moi, où je regardais ce match quotidien autour de l'hydroxychloroquine. Voilà, cette polémique qui n'en finissait pas. On entendait tout et son contraire.
et je ne trouvais pas les réponses à mes questions. En fait, je n'y comprenais absolument plus rien. Et par ailleurs, indépendamment des documentaires, je produis des événements, notamment au Grand Rex à Paris, autour de la santé. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professeur, mais le sujet de la santé, c'est un sujet que je connais quand même un petit peu. Et que, à côté de la grosse saga, du gros bordel, j'ai envie de dire, autour de l'hydroxychloroquine, de la cacophonie, il y avait quand même quelque chose, moi, qui me gênait énormément et que je ne comprenais pas, c'est pourquoi les autorités n'ont jamais donné de conseils préventifs. Donc je me dis, mais à quel moment est-ce qu'on va nous donner des conseils de bon sens qui euh, pas guérir du Covid, mais qui pourrait accompagner le système immunitaire des gens. Donc là, déjà, il y avait un truc qui s'était ouvert. Mais je dirais que vraiment le gros déclic, ça a été au printemps, mars, avril, peut-être, le docteur Mena pourra nous confirmer, mais c'est lorsque il y a eu cette interdiction pour tous les médecins de prescrire l'hydroxychloroquine. Et alors là, j'ai été profondément choqué. Je n'ai pas, je n'ai pas du tout compris en fait cette décision, ni sur quoi véritablement elle s'appuyait. Et que la deuxième chose, et d'ailleurs le docteur Mena le dit dans le documentaire, qui moi, là, m'a aussi bouleversé, choqué. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on dit aux gens que les autorités ont incité les gens à ne pas aller voir leur médecin. Et là, en fait, pour moi, c'en était trop. Entre l'hydroxychloroquine, où finalement, c'était assez incompréhensible comme situation, et l'interdiction de prescription des médecins, l'absence totale de prévention, et puis le fait de ne pas aller voir son médecin de ville, j'ai trouvé ça mais alors complètement à côté. Et du coup, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, bah voilà, je me suis dit, allons-y, tentons l'aventure et voyons où elle nous mène. Et je dirais que la plus importante pour moi, en tout cas à travers l'expérience de ce film, c'est d'avoir découvert que cette histoire d'hydroxychloroquine dont on parle dans la première partie du film n'est en réalité que l'arbre qui cache la forêt. Vous avez commencé à en parler avec le docteur Ménard, c'est qu'il existe d'autres traitements dont on ne parle absolument pas et que l'hydroxychloroquine, On c'est juste un reviendra sur paravent à les, mes yeux. on reviendra un petit peu sur les traitements, mais donc c'est très clair. En fait, c'est la recherche qui a été engagée par beaucoup de citoyens. Donc, ce que vous avez documenté et ce que vous avez rapporté dans ce film, c'est une réponse à vos questions euh, et une réponse aux questions que beaucoup de personnes ont eues. C'est pourquoi on n'a pas traité, pourquoi on a fait ces interdictions. Juste deux petites questions avant de reposer deux questions à Dr Mena. Vous l'avez réalisé en combien de temps, ce film, et comment avez-vous choisi les participants? Le film, l'aventure a véritablement commencé, j'ai envie de dire, aux alentours du mois de mai, hein, la pré-production, voilà, donc ce travail de conception, qui allons-nous voir exactement, voilà, quel intervenant, qu'est-ce qu'on va raconter. Le débroussaillage a commencé en mai et le film s'est terminé il y a une dizaine de jours, hein. Le montage a été assez long, donc ça fait presque, je sais pas, 6 mois, mai, juin, juillet, août, septembre. Oui, ça fait quasiment 6 mois. C'est beaucoup de travail, hein, du début de la conception jusqu'à la finalisation du montage. Tout ça, c'est un réel engagement. Donc voilà pour le calendrier. Ensuite, l'idée, ça a été au niveau des intervenants d'aller là où ça se passe. D'ailleurs, le film ouvre, et je pense que c'était important de commencer ce film avec le docteur Jean-Jacques Stein, qui était lui sur le terrain, dans le Grand Est, qui a vécu de l'intérieur les choses. Et c'était vraiment ce parti pris-là, c'est-à-dire donner la parole aux personnes qui sont directement concernées et pas à des experts qui sont dans la théorie ou qui sont dans des calculs mathématiques. Donc, c'est d'aller voir des médecins généralistes, des personnes qui travaillent concrètement ou qui sont, je pense par exemple à Claude Lagarde. Claude Lagarde est l'un des premiers à avoir envoyé une note à l'attention de milliers de professionnels de la santé pour les sensibiliser sur le zinc. Bon, là, ça m'intéressait de savoir pourquoi, quel a été le déclic. Évidemment, il n'est pas le seul à utiliser le zinc, hein, on en parle dans le film, mais voilà, c'est un professionnel qui sait de quoi il parle puisqu'il a été en action concrètement, voilà, sur le terrain, et il a pu observer des choses concrètement. C'est le cas de Jean-Jacques Epstein, c'est le cas
également du docteur Mena. Alors moi, Éric Mena, je ne le connaissais pas, en fait, personnellement, avant le tournage. Je ne le connaissais pas personnellement. En revanche, je connaissais ses travaux, ses publications à l'attention du grand public sur comment, justement, sur la prévention, notamment hivernale. Voilà, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés. Donc moi, je connaissais le docteur Éric Mena par ce biais-là. Et donc, on s'est rencontrés dans le cadre du tournage. Et puis après, ça a été aussi de proposer une vision plus internationale. Alors, on en parlera peut-être dans quelques instants, mais la vitamine C, la vitamine D, nous avons été vraiment rencontrer les références internationales sur ces sujets-là, qui sont des gens qui utilisent les traitements dont ils nous parlent. On n'est pas dans la théorie. Ils ont fait des études concrètes et tout ça est mesuré. Et beaucoup d'études sont également publiées et ont été reprises dans le monde entier. Donc, le casting, en fait, c'est le casting de professionnels qui sont concernés directement par cette pandémie pour être des acteurs concrets. Merci, Alexandre. Docteur Éric Mena, donc, vous intervenez dans ce film. Vous faites aussi partie d'un petit collectif de médecins. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à ce film? C'était parce qu'on allait parler vraiment du problème? Oui, alors, comme vous le dites, je fais partie d'un… Il n'est pas si petit, ce collectif, mais… Parlez-nous-en. En fait, d'ailleurs, pour tout vous dire, je fais partie de plusieurs collectifs, plusieurs groupes de médecins. Je travaille avec 250 médecins sur la France à travers un forum. Nous avons énormément échangé en février, mars, avril pour comprendre ce virus, parce qu'il faut bien reconnaître qu'au départ, il y avait beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses nouvelles par rapport à ce virus très bizarre, très inhabituel sur certains plans. Et puis, très rapidement, nous avons trouvé des traitements, des façons de faire. Et comme vient de le dire Alexandre, on a été extrêmement choqués, à la fois de l'interdiction de l'hydroxychloroquine, des plaintes contre le docteur Epstein et ses confrères en Alsace, alors qu'ils avaient, je dirais, spontanément partagé leurs résultats. Et on n'attendait que ça, nous, sur le terrain, que chacun partage ses résultats. La théorie vient après, la science vient après quand on est dans l'urgence. Je pense que le professeur Raoult l'avait très très bien dit à l'époque, on est en guerre, on fait une médecine de guerre, on fera de la science un peu plus tard. Voilà, donc quand Alexandre m'a proposé de participer à son projet, je ne pouvais qu'être favorable à parler voilà, à la fois de mon expérience, mais finalement à travers mes mots, de l'expérience de centaines de médecins de terrain, de médecins généralistes pour la plupart, qui ont soigné, qui ont pris en charge, qui ont agi au cœur de la tempête, je dirais, et avec, on a eu des échecs, on a eu des bons résultats, et au final, quand on était proactif, quand on traitait, on a eu des résultats qui étaient bien supérieurs à ce que l'on a pu voir à la télé ou dans des chiffres officiels. Sincèrement, je ne suis pas le seul à avoir eu des bons résultats. Donc, je voulais partager cette expérience, tout simplement, et encore une fois, rassurer les gens. Moi, mon message, il est là, il est éliminons la peur, arrêtons d'avoir peur. Voilà. D'accord. Donc, en fait, traité, donc vous avez quelque part contribué à amener des réponses à Alexandre Chavoué dans le cadre de son film, puisqu'il s'en posait des questions. Et vous avez été un des participants qui aide à amener des réponses, non pas seulement à Alexandre, mais aussi à d'autres personnes. Juste si on revient un peu sur le film qui est sorti la semaine dernière, donc il y a un certain nombre de médecins qui ont participé là-dedans. Un des points qu'on peut se poser comme question, c'est il y a beaucoup de médecins qui ont eu des pressions du Conseil de l'ordre ou de diverses instances et qui n'aiment pas s'exprimer. Aujourd'hui, Dr Éric Mena, vous avez eu des pressions vous-même, on vous a attaqué, on vous a questionné, les fact-checkers vous ont interrogé? Alors, je vais être sincère, non. Je n'ai eu aucune pression, je n'ai pas, on va toucher du bois, de problème aujourd'hui. Je pense que je fais attention à ce que je dis, aux mots que j'utilise, parce que je reste un scientifique dans l'âme, donc je n'affirme jamais rien quand je n'ai pas de science pour l'appuyer. Aujourd'hui, je peux affirmer qu'on aurait dû donner de la vitamine D beaucoup plus tôt à tout le monde. Ça aurait dû être
annoncé par le gouvernement, par le ministère. Ça aurait dû être une recommandation, je n'ai pas peur de le dire. C'est une erreur, voilà, parce que nous avons suffisamment de preuves. Il y a zéro discussion. Je vois encore des scientifiques mettre en doute l'intérêt de la vitamine D, alors qu'on a des milliers d'études et qu'on connaît la vitamine D comme étant un immunostimulant depuis longtemps. Et je pense que là, pour le coup, elle est réellement sans danger en plus. Et on sait par ailleurs que plus de 60% de la population est largement carencée. Donc voilà, et j'ai été ravi de participer, pour tout vous dire, à ce documentaire pour deux raisons principales. À la fin, je les ai découvertes à la fin. La première, c'est le montage que j'ai trouvé très raisonnable, très équilibré, très éthique. Et du coup, j'ai d'autant moins de crainte d'être critiqué ou d'avoir des pressions quelconques, parce que je pense que ce documentaire a été très bien monté à ce niveau-là. Et le deuxième plaisir que j'ai eu, c'est que je ne savais pas qui allait intervenir d'autre, pour être sincère. J'ai eu vraiment de la joie de voir que des gens d'horizons très différents disaient exactement la même chose. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, dans le documentaire Maltraité, c'est que tout le monde, tous, ont dit la même chose, alors que nous venons d'horizons différents, nous avons des pratiques différentes, et finalement, nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. Et ça, ce n'est pas une preuve scientifique, mais ça rassure beaucoup dans ce qu'on fait au quotidien. Donc, docteur Éric Menat, en fin de compte, le documentaire Maltraité a bien traité du sujet, on va dire. Ah, moi, je suis ravi, moi, en tant que médecin, et je dirais aussi, comme vous le disiez, en tant que professionnel de santé qui doit être responsable de ce qu'il dit sur le plan public, hein, sur la place publique, je suis très, très satisfait de ce qui a été fait voilà, dans ce documentaire, la façon dont il a été réalisé. Oui. Et Alexandre Chabry, quels sont les retours, les premiers retours que vous avez aujourd'hui des auditeurs, des internautes qui l'ont visionné? Alors, les retours convergent tous, vraiment. Je n'ai pas reçu de messages d'insultes, je n'ai pas reçu de messages négatifs à date, hein. On sait que la vie est impermanente, hein, donc tout voilà, est imprévisible. Mais en tout cas, je reçois beaucoup que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, ou des appels spontanés de personnes à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps. Ce qui ressort vraiment, c'est un grand merci, notamment sur toute la partie prévention. Et ça, vraiment, ce que j'ai ressenti et ce que j'observe, c'est qu'il y avait un vrai manque, en fait, d'outils concrets. Je pense que les gens ont envie, au fond d'eux, à différents niveaux, bien évidemment, mais de devenir acteurs de leur santé. Et je crois que c'est le message que passe le film, c'est-à-dire il existe des solutions, c'est pas de la magie, ça nécessite un engagement de la part de chacun, de savoir où est-ce qu'on en est et de savoir ce dont notre corps, notre système immunitaire a besoin. Bon, tout le monde n'a pas le temps de lire des publications, tout le monde n'a pas le temps de s'immerger dans le sujet de la santé, mais ce qui ressort donc, c'est que ce film met à la portée de tout le monde des outils simples qui peuvent vraiment prémunir, qui peuvent accompagner tout à chacun dans sa santé, et aussi donc pour se prémunir des virus, du coronavirus bien évidemment, mais ce qu'on dit sur la vitamine C, la vitamine D, la micronutrition, le zinc dans le film, évidemment c'est anglais autour du coronavirus parce qu'aujourd'hui nous avons des études qui prouvent qu'il y a une action de ces éléments sur le coronavirus lui-même, ok, mais ce n'est pas juste des leviers que pour le coronavirus. Non, c'est pour tous les virus, voilà, tous les virus, et ce sont un peu des gestes santé qui devraient être enseignés, à mon sens, hein, à l'école. Pas besoin de faire des études de médecine, mais des éléments indispensables pour savoir comment cette machine absolument incroyable qu'est le corps humain, comment elle fonctionne. Donc, pour revenir sur votre question, c'est surtout des messages d'encouragement et de remerciement, particulièrement sur ce segment de prévention. Et juste pour, en fait, donc ce film a quand même été distribué par le biais d'Internet. Est-ce qu'il a reçu l'attention des médias?
À mon niveau, ce que j'observe et ce que nous savons, c'est qu'il y a réel enthousiasme du public autour du film. Ça se mesure par le nombre de partages et par la qualité des commentaires. Aujourd'hui, on doit être au total, en vue de documentaire pur, à plus de 500 000 vues, ce qui est considérable puisque le film est sorti il y a une semaine. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a les gens veulent le voir, mais derrière, il y a un vrai mouvement collectif, en fait. Il y a une envie de le partager à sa famille, à ses amis, pour donner ses clés aussi aux gens qu'on aime. Voilà, donc il y a un réel enthousiasme, il y a une viralité, on va dire, autour du film. Après, en ce qui concerne, moi, les médias traditionnels, je n'ai rien vu, je n'ai pas eu de contact particulier. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un engouement au sein de la société que plus un engouement médiatique. Et ça vous surprend que les médias traditionnels, dans le cadre de ce que vous avez vu, de votre professionnalisme, puisque vous venez quand même du monde de ces médias, ça vous surprend qu'ils ne se saisissent pas de ce problème? Non, sincèrement, non, pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle aussi ce film a été mis à disposition via hors télé. D'accord. Voilà, donc non, non, je ne suis pas du tout étonné. Maintenant, il est clair que je m'attendais et je m'attends à tous les scénarios. Parce qu'on sait qu'un projet peut être monté en épingle et puis tout d'un coup être vu absolument partout. Moi, je ne vous cache pas que tout ce qui est en train de se passer là me convient parfaitement. La cible, si je puis parler ainsi, c'est la population, c'est les gens, c'est vraiment leur partager des informations qui, hélas, sont inexistantes dans les médias mainstream et qui sont pour moi d'utilité publique. Voilà, je ne m'explique pas pourquoi on ne donne pas ces conseils pratiques et ces recommandations de bon sens. Donc, moi, du moment que le message passe auprès des gens, c'est tout ce que je demandais. Donc, si le film ne fait pas trop de bruit dans les médias mainstream, mais qu'il est partagé au sein de la population, pour moi, c'est mission accomplie. Super. Et donc, en fait, quelque part, vous faites une forme de désintermédiation entre vous-même et vous allez directement au lecteur, à l'auditeur, et pour les informer. Des retours positifs. Dans un des autres documentaires, on a vu qu'il y avait eu les fact-checkers qui se sont occupés de débunker, on va dire, toutes les assertions que vous avez essayé justement de démontrer avec des médecins pour rassurer. Est-ce que vous avez été contacté par les fact-checkers? Est-ce qu'ils vous ont interrogé pour comprendre la base scientifique? Vous vous adressez à moi, Xavier? Oui, aux deux, en fait, les deux. Oui, alors moi, non. Je n'ai pas eu, de contact de ce type. Après, ce qui était pour moi très important, c'était évidemment de pouvoir, le cas échéant, disposer des références, parce qu'on donne beaucoup d'informations dans ce documentaire. On donne également des chiffres. On parlait tout à l'heure de la vitamine D, on donne des chiffres qui sont quand même hallucinants sur l'impact de la vitamine D sur le coronavirus. C'est tellement hallucinant que, pour le coup, enfin, moi, j'ai réalisé le documentaire, donc j'avais vraiment la tête dedans. Mais quand je parle à mon entourage de certains chiffres, là, je reste sur la vitamine D, ah bon, t'es sûr? Mais c'est quand même, on en aurait entendu parler. Si c'était aussi efficace. On en aurait. Donc, moi, ce qui est important, c'est surtout que, d'un point de vue personnel, je sois hyper aligné avec moi en me disant, il n'y a rien qui dépasse les infos. Si on me demande quelque chose, je peux les ressortir, je peux sortir les sources. D'ailleurs, ce serait une idée, le cas échéant. Je me dis que s'il y avait d'autres projets à venir, je pense que puisque ce matériel existe, ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir un onglet sur le website pour que les gens puissent eux aussi, et puis pour les Un inciter. documentaire sur le documentaire, en fin de compte. Ouais, en tout cas, avoir accès aux sources. Mais évidemment, ces sources existent. Pour le moment, moi, on ne m'a rien demandé. Voilà, je ne sais pas pour le docteur Ménard, mais… Et docteur Ménard, pour votre cas? Non, j'ai eu 2 contacts avec des journalistes qui envisagent peut-être de faire un article. Et la première question, évidemment, c'est les conflits d'intérêts. Donc,
bon, moi, je suis assez tranquille parce que je n'ai jamais été alimenté par l'industrie pharmaceutique. Donc, à titre personnel, ce n'est pas de problème. Je pense que les autres, c'est tout à fait pareil. Mais surtout, on ne parle d'aucune marque, si vous voulez. Quand on cite le zinc, quand on cite la vitamine D, ce sont des produits qui sont totalement, j'ai envie de dire, génériqués, qui sont en vente libre et qui ne sont pas brevetés. Donc, nous sommes très, très tranquilles par rapport au conflit d'intérêts que l'on nous reproche, enfin, qu'on cherche toujours à reprocher à quelqu'un pour essayer de trouver la petite bête, pour dire oui, forcément, ce qu'il dit, c'est orienté, c'est pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Bon, non, nous, notre travail, c'est au quotidien de soigner des gens et on donne des conseils. Et d'ailleurs, j'ai été, comme les autres d'ailleurs, parce qu'on dit à peu près la même chose, on a été très prudent sur les conseils que l'on donne. On n'a pas parlé de remèdes ou de produits qui pourraient avoir le moindre danger en automédication. Vous voyez, et je pense que là aussi, on a été très rigoureux. Pour autant, c'est important que les gens, encore une fois, redeviennent proactifs par rapport à leur santé. Et c'est aussi un peu l'objet de ce documentaire, c'est de dire c'est possible, donc renseignez-vous, allez voir votre médecin et prenez-vous en main. Donc, Mais aller je voir peux les penser, médecins aller voir les médecins pour être traité. Juste pour parler d'un traitement dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui dans les médias mainstream, mais c'est l'ivermectine qui fait l'objet d'une déclaration sous serment au Sénat américain. Docteur Mena, vous en pensez quoi de ce traitement? Ben, moi, je vais être sincère, bon, c'était pas le sujet du documentaire, mais peut-être que ça sera dans un prochain. D'accord. Mais toujours est-il que moi, je reste médecin et scientifique, je lis les études. Je vais être sincère, je ne l'ai pas utilisé à titre personnel parce que je n'ai pas eu l'occasion, parce que il faut reconnaître que lors de ce deuxième pic de coronavirus, on a eu des malades, des patients beaucoup moins malades, donc on n'a pas été il n'a pas été souvent nécessaire d'utiliser des traitements compliqués. L'ivermectine paraît très, très prometteuse. Je dirais qu'elle est au niveau de l'hydroxychloroquine manifestement. On a un protocole australien qui l'associe à la doxycycline et au zinc qui paraît très prometteur également. Ce que votre question soulève, c'est plutôt est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire des études et approfondir cette question du traitement pour une maladie qui, je vous le rappelle, est bénigne dans 99% des cas. C'est-à-dire que dans la très grande majorité des cas, on n'a pas besoin d'ivermectine. Mais les patients qui peuvent s'aggraver ou qui auraient tendance à s'aggraver, ces traitements comme le protocole du professeur Raoult, comme l'ivermectine, paraissent tout à fait passionnants. Pourquoi attendre désespérément un vaccin dont on ne connaît pas l'efficacité sur les formes graves? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune publication concernant les vaccins sur la réduction des formes graves, il faut bien être clair là-dessus. Or, si on vaccine, ce n'est pas pour créer des anticorps chez des gens qui de toute façon n'auraient pas été malades. Si on vaccine, c'est pour essayer de réduire les formes graves et de réduire la mortalité. Aujourd'hui, aucune publication à ce sujet sur les vaccins pressentis. Donc, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'on approfondisse les études sur l'ivermectine, sur l'hydroxychloroquine, pour pouvoir l'utiliser dans les cas où c'est nécessaire. Je crois que l'ivermectine sera encore est un produit d'avenir pour traiter ce type de virus. Mais voilà, on va voir un petit peu ce que va nous dire la science dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, tout est totalement, je dirais, balayé pour laisser la place au vaccin. Et je trouve que c'est très dommage. C'est un peu la raison aussi pour laquelle ce documentaire qui parle de prévention autrement, peut-être que certains ne veulent surtout pas le voir parce que si on peut faire de la prévention autrement, a-t-on besoin de se vacciner? Moi, j'appelle de mes voeux, mais c'est un rêve très naïf, qu'on fasse une étude entre la vaccination et les traitements préventifs qu'on propose. Là, je serais très intéressé de voir ce que cela peut donner. Surtout, comme l'a dit Alexandre, que les traitements préventifs ou les démarches préventives que l'on décrit entre autres dans le documentaire Maltraité améliorent l'immunité, donc propose une prévention contre toutes les infections.
Alors qu'un vaccin, que ce soit le vaccin de la grippe ou le vaccin du coronavirus, ne protège que contre une seule maladie. Et encore, il ne faut pas que le virus mute. Alors que quand vous stimulez l'immunité, même si le virus mute, votre immunité est la même et elle est tout aussi efficace et active. Donc la prévention générale, comme on la propose dans ce documentaire, me paraît, et moi ça fait 30 ans que je l'utilise évidemment pour les autres virus et les autres infections hivernales, me paraît bien plus prometteuse et bien plus intéressante. Mais elle est moins rentable. Et Alexandre, juste puisque Dr Ménard a parlé de conflits d'intérêts, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts avec une quelconque industrie qui vous aurait poussé à faire ce documentaire? Alors non, la réponse est non. Même pas aucun lien d'intérêt, de conflit d'intérêt. Non, non, pas du tout. Donc moi, je suis… le sujet de la santé est un sujet, comme je vous disais en ouverture, moi qui me passionne parce que je suis vraiment… je suis fasciné par cette magie qu'est la vie et par les ressources absolument incroyables de notre corps, de notre système immunitaire. Donc non, pas de lien, pas de conflit d'intérêt. Moi, je dirais juste pour rebondir sur ce que dit le docteur Ménard, je pense que là, on est quand même au tournant de quelque chose, c'est-à-dire que on voit bien que même dans la communauté scientifique, dans le monde médical, il y a un peu deux paradigmes il y a plusieurs paradigmes certainement, mais il y en a deux quand même un peu majeurs. Il y a celui qu'on connaît des laboratoires dont le modèle économique s'articule exclusivement autour des nouvelles molécules et du business des nouvelles molécules, et où finalement, bon, la santé du labo, la santé des actionnaires prévaut sur celle de la population. Voilà, c'est terrible à dire, mais il y a des choix, des arbitrages qui semblent être faits plus dans des intérêts financiers que dans des intérêts purement sanitaires, en fait. Et puis de l'autre, il y a des médecins, de plus en plus de médecins qui prennent conscience aussi de la prévention. Et en fait, la clé, elle est là. La population aujourd'hui, si vous faites des examens pour savoir où vous en êtes au niveau justement de vos oligo-éléments, de faire un bilan vraiment pointu, c'est pour votre pomme. C'est pour votre pomme. Donc, ça nécessite de l'argent aussi, tout ça. On n'a pas l'habitude, on fait des examens quand il y a un problème. Voilà. En fait, quand le feu est déclaré, c'est à ce moment-là où notre médecine a tendance à agir. Bon, quand on regarde un peu par le passé, et ce n'est pas non plus des nazes, les Chinois, la médecine chinoise millénaire, bon, quand on regarde un peu leur façon de faire, et c'est pareil pour d'autres médecines comme la médecine ayurvédique, la prévention est essentielle. Et la médecine, elle commence là, elle commence maintenant. Donc, si chacun fait attention à ce qu'il met dans son corps, qu'il est conscient de ses carences, mais aussi des trop-pleins, qu'il a cette visibilité de régulation, du coup, en fait, le terrain, c'est d'ailleurs le docteur Mena qui le dit, qui dit, pour reprendre le coronavirus, on a un coronavirus qui va tuer des gens et un coronavirus où finalement il va être invisible sur d'autres. Donc c'est que le problème n'est peut-être pas le virus, mais peut-être le terrain. Et je pense que la clé, elle est là, et que c'est cette prise de conscience quand je pense de changement de paradigme. Évidemment, au niveau industriel, il faut peut-être revoir des choses. Voilà, voilà, l'industrie pharmaceutique, on en a besoin aussi. Donc, il y a peut-être des choses à corriger, certainement. Mais ce que je dirais, c'est qu'en fait, ce qu'on vit là, moi, ce que je vois, c'est une opportunité extraordinaire pour justement repartir sur le bon pied et puis changer les choses, optimiser les choses qui méritent toute notre attention. Et juste, il va y avoir une suite, puisque… Oui, alors écoutez, moi, en tout cas, sur le sujet de la santé, c'est un vaste sujet. On sait qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus vigilants à ce qu'ils mangent, hein, notamment, de plus en plus concernés aussi par les chaînes. Qui sont les gens derrière les aliments que j'achète? Qui sont les gens derrière les médicaments que j'achète? Il y a une conscience aujourd'hui qui est en train d'émerger, et il y a une attente. Et je pense que nos médias mainstream, pour le moment, pour différentes raisons,
ne franchissent pas le pas et ne répondent pas à cette attente qui pourtant est de plus en plus puissante au sein de la population. Donc, il est évident que si d'autres ne le font pas, je le ferai vraisemblablement, oui. En général, la loi de marché dont vous parlez, puisque c'est une loi d'offre et de la demande, donc si jamais il y a une demande d'information de la part des citoyens qui ne trouvent pas sa réponse dans le cadre des médias mainstream, il y a des producteurs indépendants comme vous qui viennent y répondre, des docteurs comme Éric Menat qui viennent pour donner des réponses. J'ai peut-être juste une dernière question, c'est est-ce que vous avez essayé de parler aux instances, aux autorités de santé, aux régulateurs, dans le cadre de ce film, pour Moi essayer de non, comprendre? non, moi non, moi non. D'accord. Et c'est un choix délibéré de ne pas l'avoir Oui, fait? oui, oui. Là, après, un film, c'est toujours, c'est un angle. Donc, et d'ailleurs, ce documentaire, il était parce qu'il y a une première partie où on traite plus un petit peu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé autour de l'hydroxychloroquine, pour arriver ensuite sur des traitements naturels et de parler de prévention. Donc, il y a un double angle, mais qui marche assez bien. Le parti pris, c'était de donner la parole à ceux qui étaient sur le terrain et voilà. Donc, du coup, à un moment donné, il fallait faire un choix, qu'il y ait une cohérence entre chaque intervenant. C'est pour ça qu'on a été chercher le docteur Corrie aux États-Unis ou le docteur Olick aussi, parce qu'ils étaient sur le terrain, les premiers concernés, les mains dans le cambouis. Voilà. Donc, on a différents points de vue, mais le dénominateur commun, c'est des gens qui sont concernés directement par cette pandémie. Écoutez, docteur Éric Menat, Alexandre Chavoué, merci beaucoup pour votre temps. Donc, Merci à vous. un grand succès qu'on espère à maltraiter, que je trouve que vous avez bien traité. J'espère, Éric Menat, que vous êtes aussi satisfait de ce traitement et que vos patients seront satisfaits. Peut-être que vous mettrez dans votre salle d'attente pour que les gens puissent le voir. En tout cas, voilà, je suis ravi de vous avoir accueilli sur la chaîne de France Soir aujourd'hui pour faire ce débriefing. Peut-être le mot de la fin, Alexandre ou Éric Menat? Moi, je bouclerai juste voilà, sur ce qu'on vit, qui n'est pas simple, qui est compliqué, mais qui vraiment, de mon point de vue, comme toutes les crises, voilà, il y a cette potentialité de transformation pour le mieux. Alors, je suis peut-être naïf, je suis peut-être un peu bisounours, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est des gens qui se réveillent, qui deviennent de plus en plus acteurs de leur santé. Et ça, c'est justement l'une des conséquences de ce que nous traversons. Donc, je vois plutôt, moi, je vois un potentiel de transformation pour le mieux de manière évidente. Super. Et Éric Menat, vous voyez la même chose chez vos patients aussi? Oui, 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 bien entendu. Alors, j'ai un biais de recrutement. Vous savez, les gens choisissent leur médecin. Donc, quand ils choisissent de venir me consulter, c'est qu'ils font déjà une démarche spécifique parce qu'ils veulent avoir un discours et une approche thérapeutique peut-être plus globale et un peu, voilà, plus globale, tout simplement, oui, et plus naturelle. Et je trouve que le mot de conclusion d'Alexandre est très optimiste et très réaliste aussi. On va tous ressortir de cette épreuve avec des points positifs. On va essayer en tout cas d'en voir les points positifs pour grandir, pour être meilleur demain. Et on espère que beaucoup de personnes vont poser. Moi, encore une fois, je me concentre sur cet élément essentiel qui est la peur, vont poser cette peur, vont se débarrasser de cette peur pour avancer, parce que j'entends des histoires incroyables sur des gens qui ne sortent plus de chez eux depuis 6 mois. On a vraiment, vraiment paniqué les gens pour de mauvaises raisons, je crois, et on ne leur a pas donné du tout d'espoir. Le grand problème dans tout ça, c'est effectivement l'espoir, et je crois que ce documentaire est une part de cet espoir que l'on a besoin de donner à la population. Bon, écoutez, donc des patients traités, des citoyens informés. Merci beaucoup, docteur Merci Éric à Menat vous. et Merci beaucoup. Alexandre Chavoué, de nous avoir donné votre temps. C'était un plaisir de vous parler, de vous débriefer. Voilà, je vous souhaite une bonne Merci, journée. Merci Xavier. Au revoir. merci Xavier de nous avoir accueillis. Merci.